Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Vous écoutez un épisode du trouble du spectre de l'autisme et l'orientation. Dans cet épisode, nous abordons la fatigue. L'autisme se définit comme un ensemble de particularités de fonctionnement qui diffèrent de ce que l'on appelle la norme au sens mathématique du terme. Tous les codes, règles d'échange d'informations, interactions sociales, sont définis selon des critères correspondant au plus grand nombre, qui ne sont pas ceux des personnes qui présentent un trouble du spectre de l'autisme. Quand son fonctionnement diffère de ceux communément admis et construits, l'effort est donc permanent pour comprendre, s'ajuster, interpréter des situations ou des personnes avec lesquelles on doit interagir. Cet effort est invisible de l'extérieur. Ce qui peut être visible, en revanche, sera le résultat de cette différence. Un décalage, un comportement surprenant ou une réponse étonnante. Poussé à l'extrême, c'est un peu comme si vous vous retrouvez en terre inconnue avec une population dont vous n'avez pas les codes, dont vous ne connaissez pas les coutumes et qui communique avec vous. Vous êtes en hypervigilance, effort permanent pour essayer de comprendre ce que l'on attend de vous, ce que vous devez répondre, etc. À la fin de la journée ou même au début de quelques heures, vous serez certainement fatigué, voire épuisé. Il y aurait sûrement plus d'une fois répondu de manière inappropriée à la situation. À cet effort, vous rajoutez la partie sensorielle, évoquée dans un autre épisode, qui provoque aussi une fatigue importante. Devoir traiter tous les stimuli génère une surcharge cognitive importante. Ces profils sont donc très fatigables et ont besoin de temps pour se ressourcer, car ils sont contraints de s'adapter en permanence, de fournir ces efforts pour comprendre, échanger et interagir socialement. Un besoin d'isolement et de repos se comprendra alors aisément. Cette fatigabilité est expliquée de manière claire par la théorie des cuillères, expliquée par Julie Dachèze. Je vous invite à la visionner si vous ne la connaissez pas, on mettra le lien dans les notes de l'épisode. Cette théorie est claire, elle permet de quantifier le niveau d'énergie déployé tout au long de la journée. Certains appellent cela leur batterie sociale, c'est la même chose. Les enfants peuvent dire « Maman, je n'ai plus de cuillère ». C'est beaucoup plus parlant que « je suis fatigué », point qui peut être discuté à tout moment. Quand la batterie est à plat, elle ne marche plus. Il est indispensable de recharger les batteries ou récupérer des cuillères en se reposant ou en s'adonnant à une activité qui ressource. Les intérêts restreints d'un autre épisode de cette série servent aussi à cela. Dans le cadre de l'orientation, il est donc important de bien connaître les situations qui peuvent fatiguer votre enfant et d'en discuter avec lui pour anticiper la fatigue et identifier des aménagements nécessaires. Certaines situations peuvent être connues, d'autres se révéleront en cours d'étude. La pédagogie de l'enseignant, la clarté de ses supports, la qualité de son expression orale, sa communication non verbale, son expression, que ce soit l'humour, l'ironie, les images, sont plus ou moins fatigants. Un enseignant très volubile qui fait des digressions pourra provoquer une fatigue plus grande qu'un enseignant dispensant un cours magistral assis à son bureau, affichant un plan structuré qu'il suit à la lettre. Le temps et l'énergie passés à décrypter les gestes, le sens et les expressions viendront entamer le stock disponible pour la journée. Ce point ne peut être anticipé. Pour une même discipline, le coût en énergie peut différer d'une année à l'autre. Il est donc important de refaire le point régulièrement sur le ressenti de votre enfant. À cette fatigue intrinsèque aux enseignements vont s'ajouter la fatigue liée au temps et aux moyens de transport, au déplacement d'un bâtiment à l'autre, les changements de salle régulière, les TP, les repas du midi, les temps de pause collective, etc., comme l'attente dans les couloirs et les devoirs. En début d'année, on vous invite donc à détailler les emplois du temps et à identifier, face à chaque activité ou chaque tâche, le nombre de cuillères ou le coût en énergie que cela implique. Votre enfant démarre avec un stock de cuillères, un niveau de batterie, et petit à petit, le stock diminue et le réservoir se vide. Vous aurez rapidement une vision des moments où aménager des pauses, par exemple. Cette énergie dispensée est propre à chacun et individualisée est indispensable. Cette approche pragmatique permet d'aborder la notion de fatigabilité de façon objective et quantifiée. Voici quelques exemples de dispositifs pour récupérer de l'énergie. S'isoler dans une salle de repos, et certains établissements en mettent à disposition. Alléger l'emploi du temps avec, par exemple, la suppression d'une matière. Étaler la scolarité sur une année de plus. Demander une matière en distanciel, avec l'utilisation d'un trépied pour filmer le cours possible dans certains établissements.
Il est parfaitement utopique d'imaginer que la fatigue va se résorber seule. Elle est physiologique, liée au handicap ou à la maladie chronique. Seuls les aménagements permettent de la supporter pour suivre un cursus complet. L'objectif de l'inclusion est la réussite. Il est donc indispensable de prendre en compte ses besoins. Dans le cadre de l'orientation scolaire, elle intervient dans le choix de l'établissement, avec des aménagements possibles ou pas. Le choix du lieu, avec la possibilité de rentrer ponctuellement ou non, les temps des transports. Il faut la considérer aussi dans la charge de travail nécessaire pour suivre le cursus envisagé. Y aura-t-il beaucoup de travail personnel à fournir ? Un élève brillant mais très fatigable ne sera peut-être pas très à l'aise dans une prépa, et un autre très introverti, que la sociabilisation fatigue énormément, sera peut-être mieux dans un amphithéâtre que dans une classe contrainte d'échanger avec ses pairs. Autant d'hypothèses et de situations à prendre en compte. Chaque parent connaît ses enfants mieux que quiconque. Ils peuvent donc l'aider à identifier tous ces points pour choisir une orientation adaptée. Et je le dis à nouveau, pour choisir un établissement, rapprochez-vous des référents handicap et posez les questions relatives à tous ces aménagements. Vous allez retrouver d'autres épisodes sur le thème du trouble du spectre de l'autisme et de l'orientation. Un épisode pour comprendre les besoins et comment les prendre en compte dans l'orientation scolaire. Un épisode dédié aux intérêts spécifiques. Un autre sur la sensorialité et un autre sur l'autonomie. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.